Deux hommes, un même défi, la Transpyrénéen. Pas une course, pas un trail ni même un ultra-trail, mais une aventure sportive hors norme. Le 19 juillet à midi, 300 coureurs originaires d'une quarantaine de pays prendront le départ de la première édition de la Transpyrénéen. Parmi eux, deux amis d'enfance, Claudie Jambon et Christophe Huislet. Pour atteindre l'arrivée, ils devront franchir les Pyrénées et remonter de la Méditerranée à l'Atlantique en empruntant le GR10, un parcours de 868 km qu'ils devront boucler en 16 jours, ce qui sous-tend une moyenne journalière de plus ou moins 50 km. Cette aventure d'endurance extrême, les deux gars de l'Ain la joueront en semi-autonomie, puisque les bases de vie sont au nombre de 3, distantes de minimum 160 km chacune. Aussi, il faudra tenter de tout gérer, la trace, l'eau, la nourriture, la fatigue, le sommeil, la douleur, tout ça de jour comme de nuit, sans compter l'imprévu qui ne manquera pas de s'inviter, de perturber le programme et de semer le doute. Depuis plus d'un an, ils se préparent. Mais qu'est-ce qui fait courir ces hommes et ces femmes qui sont de plus en plus nombreux à repousser leurs limites ? En 20 ans, Claudie et Christophe ont ensemble comptabilisé plus de 140 000 km, soit 3 fois et demi le tour de la Terre. La course à pied est au fil du temps devenue pour eux un besoin vital. Mon parcours, clairement, ça a été on court pour essayer de ne pas grossir, puis on court parce qu'on se rend compte qu'on a un petit peu des capacités et on essaye de faire le maximum avec les capacités qu'on a. Après, on voit que ça évolue, qu'on progresse, donc on essaie de faire des chronos. Puis on arrive dans des distances où on n'arrive plus à évoluer parce qu'on est arrivé à quasiment au maximum de ses possibilités. Puis on se dit, moi je me dis pourquoi pas faire un peu plus long et essayer de progresser dans un peu plus long. Et ça a été finalement une accumulation de tentatives de progression. Et voilà, le choix ça a été dans les distances, pour moi en tout cas. La course à pied me prend pas mal de temps sur une semaine. Pour le moment, c'est en grosse saison, ici on approche, on est à quelques semaines du but, je vais dire, et donc on tourne à 100-120 km semaine, qui correspond quand même entre 10 et 15 heures d'entraînement, donc la vie tourne un petit peu autour de la course à pied. Ici à l'heure, ça va ? Tu reprends, mais allez, essayez de tenir le plus longtemps possible. Nous retrouvons nos deux coureurs à la clinique Sainte-Élisabeth à Heusies pour un bilan complet. Le fait d'être de grands sportifs ne dispense pas pour autant Claudie et Christophe de ce genre d'examens médicaux. Tests à l'effort, électrocardiogramme, spirométrie ou encore échographie, machines et moteurs subissent une batterie de tests qui, s'ils confortent et rassurent, ne sont pas pour autant une assurance tout risque. C'est début de saison et ici Bernard va un petit peu réorienter notre entraînement et comme ça on va savoir un petit peu vers quoi on doit se diriger pour le futur, pour arriver en forme au mois de juillet. On voit qu'en 2007, tu maintenais le 16 km/h à 2 millimoles. Maintenant, à 2 millimoles, tu es redescendu à tout petit peu plus de 13 km/h. Mais je pense que le fond c'est vraiment très important et je pense qu'il faut de la régularité dans l'entraînement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réacquérir. On peut donner une capacité d'effort, on peut donner une cylindrée à un athlète, mais on ne peut pas déterminer sur une seule visite vraiment l'aptitude à ce type d'effort. On peut deviner certaines choses. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est un suivi un peu plus longitudinal. C'est-à-dire que ici, Claudie, ça fait longtemps qu'il n'est plus venu. Il est venu en 2007 pour faire son test précédent. Il revient aujourd'hui. On voit des changements. Il a probablement modifié pas mal son entraînement. Mais ça, c'est très visible sur le test. Christophe, forcément, la situation est différente de celle de Claudie parce qu'il a maintenu une activité physique très régulière. Ton premier seuil, il est un petit peu moins bon qu'il n'était par le passé parce que tu fais beaucoup de ton endurance sur le vélo et tu fais très peu de ton endurance à pied. Par contre, ton second seuil, il est quasi équivalent de ce qu'il était précédemment, parce que ton travail de vitesse, tu le fais sur tes deux jambes et pas sur ton vélo. Et donc ça, on constate. Donc, je pense que pour toi, dans la perspective de ce que tu prépares,
il va être important quand même de refaire de l'endurance fondamentale en course à pied. Quand on fait des distances pareilles, c'est bien de savoir psychologiquement qu'on a la santé pour pouvoir le faire. Donc ça nous libère déjà d'une certaine pression. En plus, quand un médecin nous dit qu'on est apte et qu'on a de bonnes capacités physiques pour pouvoir le réussir, c'est une motivation supplémentaire. Ouais. Ce serait élémentaire, quitte à sortir. En vue de la Transpyrénéa, Claudie et Christophe ont décidé de se mettre à l'épreuve en prenant part au Legend Trail, une course de 250 km à parcourir en moins de 60 heures. Organisée autour et alentour d'Oufalise, cette épreuve, la plus longue du genre en Belgique, est pour corser l'affaire non balisée. Seule trace à suivre, celle du GPS ou de la carte papier. Bon, j'ai mis une durée théorique de 600 minutes, 10 heures, pour pouvoir arriver aux premières bases de vie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de ravitaillement en eau, donc il va falloir essayer de se trouver un bled pour pouvoir remplir les gourdes. Donc on va un peu zoomer ici, ce qu'il y a de disponible plus ou moins au milieu de la trace. Je vois que La Roche n'est pas loin, c'est une ville assez importante. Il va falloir calculer l'heure de passage parce qu'on part à 17h Ouais. et on ne pourra pas les déroger les jours, mieux la nuit. Tout à fait. Il faut pouvoir tenir le cap et même mentalement, bon, vous savez déjà quand tout le monde sait, quand ceux qui suivent un parcours balisé, on a toujours peur de se tromper, mais quand il n'y en a pas de balise, on doit vraiment se fier qu'à la cartographie et à ce qu'on nous a donné comme trace. Enfin voilà, c'est pas toujours tip-top en fait. Et les petites erreurs qu'on peut faire sur le parcours, souvent ça affecte le mental et c'est à ces moments-là qu'il faut bien réagir pour pouvoir se remettre dans la course. Parce que le 3/4 des abandons, à mon avis, sont dans les erreurs de parcours. À 4 mois et demi de leur objectif, l'heure a sonné pour les deux complices d'éprouver avec cette course préparatoire du Legend Trail leur résistance physique et mentale. Mais peut-on jamais savoir si le corps est prêt ou suffisamment préparé à supporter des efforts intenses sur des distances aussi longues ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une préparation spécifique. Je crois que c'est en fait nos 20 ans d'expérience qui font que nous pouvons arriver, on espère, à faire des distances ainsi. Le fait de pouvoir courir tous les jours depuis si longtemps habitue notre corps aussi à... Notre corps sait que physiquement, il va recevoir quelque chose de dur, mais on est habitué, on n'est quasiment jamais blessé. Ça fait beaucoup pour le mental aussi. Oui. Ça fait déjà un petit moment qu'on nous prend un peu pour des extraterrestres. Ouais, les gens qui nous connaissent maintenant, ils sont habitués depuis toutes ces années. Maintenant, l'entourage, oui, c'est des choix personnels qui ont un impact sur l'entourage. Maintenant, oui, on essaie de trouver des petites compensations le reste de l'année. Mais bon, c'est quelque chose qui est, enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est quasi plus fort que moi. Donc, le fait de ne pas le faire serait beaucoup plus préjudiciable que de... Je pense qu'on me l'interdise, enfin voilà. C'est une addiction, mais je crois que c'est une addiction qui fait du bien. Parce que quand il y a un peu quand il y a des tensions un petit peu chez moi, ma femme elle me dit va courir 1 heure. Depuis quelques années, les courses nature ont le vent en poupe. Aussi, pour s'écarter de la foule et échapper à cette nouvelle mode du trail, certains préfèrent s'engager sur des parcours plus techniques, toujours plus longs. Pour sa première édition, le Legend Trail a réussi à séduire 47 coureurs de 10 nationalités différentes. Un succès qui ne doit rien au hasard, ni davantage à la météo. Ça commence souvent avec des gens qui n'ont plus envie de courir sur les routes bitumènes ou asphaltées. Et ils commencent de courir dans la forêt, dans la nature, sur les sentiers. Et là, souvent, c'est plus le temps qui compte, mais c'est être dans la nature, être avec ses amis, courir ensemble. Et au moment qu'on commence à continuer à courir toujours un petit peu plus long, on cherche toujours une nouvelle aventure.
Et à ce moment-là, c'est vraiment l'esprit ultra trail qui n'a plus rien à voir avec courir pour du temps et essayer d'aller toujours plus vite, mais d'essayer d'aller toujours plus long et de passer ses propres limites. Pour chaque coureur, c'est une victoire sur lui-même. Et alors? Dur, dur? Répétez la question. C'est Certes. très. Là, vous êtes les premiers, mais... Oui, mais ça c'est au hasard. Oui. Il faut voir maintenant ce qu'on va faire. Soit on joue la gagne, on continue et c'est suicidaire. Soit on s'arrête, on se repose. Bon, c'est ce que vous aviez prévu, vous vous arrêtez et dormir une paire d'heures. Hein. Ouais, mais c'était pas prévu qu'on était premier. I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you want. Nous sommes conscients que c'est quand même quelque chose de restreint parce que les gens ne savent pas ou n'osent pas se lancer. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, plus on monte en distance, moins on est, donc il y a une communauté, ça c'est clair. On connaît la souffrance, on sait ce que ça représente, donc on se rend compte quand on dépasse ou quand on met quelqu'un qui est dans le dur ou dans la difficulté, on doit absolument lui donner le coup de pouce pour pouvoir continuer, comme on espère l'avoir si on est dans cette situation. Pour moi, c'est élémentaire. Maintenant, la compétition, personnellement, j'ai eu la chance de pouvoir jouer les premiers de classe. Quand on a été habitué à jouer la gagne, on ne perd pas ça facilement. Malgré que quand on monte en distance, on est conscient que finir, c'est la seule chose qui importe, premier au dernier. Donc pour moi, l'esprit de compétition restera toujours là, mais ce n'est pas comme un match de foot où quand quelqu'un part tout seul, qu'on le tacle et on le met à terre. C'est pas le même esprit. Je pense que l'esprit est beaucoup plus convivial. Voilà. On a un petit cercle de coureurs entre nous, on se connaît relativement bien, donc je le fais avec Christophe, comme je l'aurais peut-être fait avec 2-3 autres personnes, mais ça reste un cercle assez fermé où il faut se connaître. Il faut connaître les réactions de l'autre quand il est dans la fatigue, quand il est dans la douleur. Il faut savoir essayer de lui remonter le moral. Ça équivaut pour l'un ou pour l'autre, ça. Donc, avant de se lancer là-dedans, il faut quand même se connaître très très bien. Se connaître soi-même et se connaître ses coéquipiers, entre guillemets, ça reste une course en solitaire. Mais j'espère bien courir une bonne partie avec lui, voir toute la course avec lui. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, hey, oh my God, got out on the. Quand c'est si long comme quelque chose comme ici, on a la fatigue, on a l'aspect mental, parce que je suis sûr que tous ceux qui sont enregistrés ici, ils sont capables physiquement de finir ça. Mais c'est surtout l'aspect mental et on a besoin des autres coureurs pour arriver ici à l'arrivée. On se dit toujours qu'il y aura encore un pas qui va pouvoir se faire, et puis ce pas-là en amène un autre. Enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, les moments difficiles, je les ai toujours gérés en me disant que allez, ça va aller, hein. C'est peut-être une mauvaise passe. Et en effet, c'est une très très mauvaise passe, et puis ça passe. Ça passe et on est reparti pour un morceau d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, vraiment d'euphorie, et puis ça redescend, ça remonte, et voilà. Ça fait partie des aléas de la course, les très très bons moments, mais les très très mauvais moments aussi. Et c'est ça qu'il faut gérer. Et ça, c'est le côté mental qui prend le dessus sur les mauvais moments.
Mais il y a le côté douleur physique de l'effort, et puis il y a la douleur de la blessure, qui est quand même pas la même. On peut avoir peut-être une grosse tendinite ou se faire une entorse, où là c'est plus possible malgré la douleur, malgré qu'on peut supporter certaines douleurs. Quand on est blessé, c'est terminé. Par contre, les douleurs physiques dues à la fatigue et à l'effort, ça normalement on n'est pas censé s'arrêter pour ça. Enfin, la douleur physique fait partie de la course, on doit l'accepter. Mais je crois aussi que quand on a vraiment un passage à vide, il faut pouvoir essayer de récupérer, un petit peu contempler ce qu'on a autour de soi. Penser à autre chose, regarder la montagne, quitte même à s'arrêter 5 minutes et tirer du positif de tout ça. Et puis le repartir calmement. Et de toute manière, des hauts et des bas, il y en a tout le temps. Et le haut reviendra. Chaque coureur a été mort plusieurs fois pendant la course et a décidé de quand même continuer. Et le respect, c'est énorme. Après 3 longues nuits et 2 jours, soit 57 heures et 21 minutes passées dans le froid, la neige, la pluie, le vent, la boue, l'Allemand Michael Frenz et le Belge Joris Jacob arrivent ensemble. Ils sont les premiers. Allez Christophe, allez Claudie. Christophe, doucement. Et puis vous allez la route. Deux heures et 23 minutes plus tard, Claudie et Christophe terminent à leur tour 4e et 5e. Seuls 15 des 47 coureurs engagés finiront cette épreuve et entreront dans la légende. Dans la poche. Voilà. Une balade, hein. Une balade, hein. Oh les gars, bravo. Ça forme. Ouais. Allez, Dédé. Ça va, franchement. C'est avec le bazar, là. Tu t'en poses le sac. Oh. Ce dimanche matin, les garçons se retrouvent à Dolin, dans le garage de Christophe. Ils ont été rejoints dans leur folle aventure par Christophe Ernst, camarade de course de longue date, et André Lindekens, rencontré lui au Legend Trail. L'objectif de cette énième rencontre, non pas boire des bières ou faire du rock, mais bien lister le matériel. D'abord, le matériel obligatoire. Sac de couchage, veste chaude, vêtements pour la pluie, couverture de survie, 2 litres d'eau au minimum, 2 lampes frontales, piles, trousse de secours, boussole, sifflet, briquet, miroir de signalisation, stick lumineux ou encore nourriture, soit 7000 calories. Au niveau des lyophilisés, je me suis mis un petit déjeuner muesli. Un taboulé. Des patates aux oignons. Ça va être bon tout ça. Ce sac représente la seule source ou presque d'approvisionnement, de confort et de réconfort à portée de main. Un trésor précieux qui fait office de tout. Garde-manger, pharmacie, lit, dressing. Rien dans ce sac n'est superflu. Son contenu est pensé, négocié, calculé, pesé au gramme près. Résultat, 10 kilos, une charge qui les accompagnera durant près de 900 km.
Blackbird, not for so long without you, boy. Today now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reaction of action. Avant de ralentir le rythme et de se reposer un peu, histoire d'arriver frais au pied de la Grande Barrière, il faut encore avaler quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. Au menu de ce week-end plein soleil du mois de mai, un dernier gros morceau. 2 jours de course juste entre copains, Dolin, Malmedy, Dolin, 140 km pour tester la machine et le matériel, le sac, les bâtons et la casquette, ou pas. Au moment où j'ai envoyé mon inscription et mon premier paiement, moi j'étais dans la course. Et pas moins que maintenant, même s'il y a un an, passé plus d'un an. Donc ça s'est préparé petit à petit, comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre comme matériel, à partir de quand on va commencer à s'entraîner, parce que ça changeait quand même souvent au début, les itinéraires, on n'osait pas trop se lancer dans des grosses heures de travail de fond. Et on a fait ça petit à petit, on a acheté le matos, on a testé des chaussures, on en a usé. Et maintenant, oui, moi je suis très serein. Il y a la dernière question qui me restera, c'est de savoir ce qu'on va pouvoir absorber comme kilomètres par jour pour pouvoir finalement boucler. On sera vite fixé. Je crois que les 3 premiers jours vont être propices à ça, voir si on a bien pensé notre organisation. Pour le moment, jusqu'ici, ça a quand même été relativement souvent payant. Mais ici, en fait, ça va se jouer sur la durée. Et les 3 premiers jours vont être un petit peu décisifs là-dedans. Si on voit que ça se passe bien au niveau ravitaillement, au niveau horaire, que ce soit pour courir, que pour manger, au niveau barrière horaire, si ça se passe bien, je crois qu'on sera rassuré après 3 jours et je crois que la course se déroulera bien dans la tête, je vais dire. Come, my baby, come, we go over your nightmares. Come, my baby, come, we love you forever. Yeah. Come, my baby, come, we not let you go. Oh, 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 oh. My love. Si quelques doutes bien légitimes persistent encore, l'envie d'y être et de plonger libre dans l'inconnu est aujourd'hui la plus forte. Écouter son instinct, se faire confiance, se retrouver et partager douleur et bonheur avec d'autres fous en quête de sens amoureux de la vie et des grands espaces, c'est tout ce dont Christophe et Claudie rêvent aujourd'hui. J'adore la nature, j'adore me retrouver seul. Enfin seul, j'espère ne pas tout le temps être seul pendant 900 km, mais et puis être seul face à soi-même, on se recadre un petit peu soi-même, on remet un petit peu ses idées en place et voilà, même si c'est pénible et ce sera pénible, quand on passe la ligne d'arrivée, on se ressource automatiquement, je vais dire, on est content de l'exploit accompli, qu'on soit premier ou dernier. La première chose, déjà, je vais découvrir, parce que les Alpes, je les ai fait, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres dans les Alpes j'ai fait, mais j'ai jamais mis un pied dans les Pyrénées. Donc ça va être déjà une découverte des Pyrénées. Deuxièmement, c'est de vivre un peu une aventure par étapes, mais par étapes personnelles. Des étapes qu'on va se créer soi-même et de se dire on va arriver dans un gîte, à quelle heure, est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'on sera fatigué, est-ce qu'on aura faim. Enfin, tout ça, c'est cette aventure-là que j'attends. Je crois que ce sera quand même une aventure formidable, aussi bien humaine que sportive. Parce que déjà dans le trail traditionnel, l'humain est quand même souvent présent. Et je crois qu'ici, ce sera encore une autre dimension. On mangera des spaghettis à 5 h du matin, on pourrait très bien dormir de midi à 18 h. Enfin, ça va être tout et n'importe quoi. Et ça, c'est terrible de ne pas savoir ce que l'heure suivante va nous réserver. Ça, c'est formidable. En plus, être coupé de tout, avec la nature, ça va être, j'espère, enfin, une expérience positive du début à la fin. Come